et aussi à Besançon et dans les alentours. Et voilà, on se réunit autour de l'envie de transmettre tout un tas de choses autour du bien-être et de la santé. Et c'est un des objectifs de cette soirée aussi. Voilà. Voilà, le collectif La Douceur, si pour dire rapidement, on organise des événements publics, normalement plusieurs fois dans l'année, mais avec les restrictions qu'il y a eu, en fait, voilà, il y a eu beaucoup moins d'événements. Donc le week-end santé, peut-être que vous connaissez. On a fait, donc le week-end santé, c'est un week-end où on organise des conférences, des ateliers autour de la santé et du bien-être. Voilà, où vous pouvez rencontrer différents praticiens, praticiennes. Il y a également une journée qui s'appelle Grandir, qui là est destinée vraiment spécialement aux enfants. Voilà. Et après, on organise des soirées ponctuellement, comme celle-ci dans l'année. Voilà. Et donc ce soir, on a fait venir Clotilde Gay. Voilà. Cette conférence est à prix libre. Voilà. À prix libre et conscient. Il y a une petite boîte jaune sur la table à l'arrière, voilà, où vous pourrez mettre votre participation pour ce soir. Voilà. Donc voilà, Clotilde. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous et merci d'être venus à ma conférence et j'espère que durant, on va dire, à peu près ces 2 prochaines heures, je vais réussir à vous présenter les bases de l'astrologie. Et je ne vais pas seulement vous parler de la technique de lecture de l'astrologie, mais aussi de l'astrologie en tant qu'enseignement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui m'a passionnée et qui me passionne toujours au niveau de cette pratique que je pratique depuis un très jeune âge. Alors, déjà, avant de commencer, je vais un peu parler de moi et de comment j'en suis venue à étudier cet ensemble de pratiques et l'astrologie. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que vous pouvez la comprendre du point de vue de comment elle fonctionne, quels sont les effets des planètes sur vous. Et je vais un petit peu essayer d'expliquer ça et les approches qui expliquent comment est-ce que l'astrologie fonctionne sur nous. Et puis, je vais aborder un peu l'histoire pour vous faire comprendre l'ancienneté de cette pratique qui est très très liée à l'histoire de nos civilisations et également beaucoup aux archétypes qui sont au sein de nos civilisations. Et par la suite, je vais aussi expliquer vraiment la technique d'interprétation, qu'est-ce que c'est qu'un signe, que les planètes, que les domifications, etc. Et puis, si on a le temps, on parlera un petit peu des transits en cours, les transits généraux, et puis je répondrai à vos questions. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça va nous prendre à peu près 2 heures. Et j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes concentrés, que vous avez de l'eau à boire. Voilà, alors pour commencer, je me présente, je m'appelle Clotilde Gay, on m'appelle Chandra. Et je suis en fait venue à l'astrologie d'une façon très simple et assez évidente. Quand j'étais petite fille, je vivais à la campagne et j'adorais les soirs d'été me coucher dans l'herbe et regarder le ciel toute seule. J'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et en fait, en regardant le ciel, en regardant toutes ces constellations, ces étoiles, cette immensité du ciel, je ressentais quelque chose qui était de l'ordre du transcendant, je ressentais quelque chose qui m'apaisait, je ressentais quelque chose de grand et ça me parlait et je sentais un lien profond avec le ciel, ce ciel, les étoiles. En fait, ça a toujours eu un effet apaisant sur moi. Et en fait, vous-même, vous pouvez faire un petit peu cet exercice, même maintenant pour ceux qui le sentent, si vous fermez les yeux et vous visualisez sous la voûte céleste couché dans l'herbe un soir d'été, et vous remettez dans l'état dans lequel vous êtes, tout ce que vous ressentez, ce que vous pouvez, face à cette immensité, ce que vous pouvez percevoir, c'est une, on va dire, un ressenti qui fait fondamentalement partie de la science de l'astrologie, enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça une science, de la pratique de l'astrologie et de l'enseignement de l'astrologie. Cette relation, ce sentiment d'élévation que vous ressentez face à la voûte céleste, à cette immensité sans nom, cette poésie, ce lien
à cette immensité fait partie de l'enseignement de l'astrologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que bien souvent, quand on lit les horoscopes, on réduit cette pratique à quelque chose d'extrêmement minuscule alors que à la base, elle est une inspiration d'élévation de l'âme spirituelle, elle est un enseignement. Et aussi, comme on va le voir plus tard, au cours de l'histoire, il y a eu énormément d'astronomes, astrologues qui ont contribué à la recherche, au développement de cette pratique jusqu'à nos jours. Et donc, imaginez cette foule de gens qui se sont consacrés, parce que l'astrologie requiert une certaine forme de consécration et de dévouement. Et ces constellations de gens qui se sont dévoués à étudier l'astrologie, la percevoir, lui donner un sens, créer des écoles, aussi débattre des idées, discuter autour des différentes théories. Et vous comprendrez qu'on a une science qui de tout temps et depuis des millénaires touche l'humain. Les archétypes de l'astrologie, on va voir, traversent toutes les civilisations. Et c'est d'ailleurs assez étonnant quand vous regardez bien. Vous savez, je pense que l'astrologie est extrêmement décriée de tous les côtés. Même quand soi-même on s'intéresse à son signe, on lit par exemple son horoscope, on se demande toujours un petit peu si en fait c'est pas juste un peu anecdotique cette histoire. Mais regardez un petit peu, l'astrologie existe depuis des temps immémoriaux. L'étude des astres existe depuis des temps immémoriaux. Et pourtant, encore au jour d'aujourd'hui, pour quiconque a une quête sincère et une introspection sincère de lui-même, quand il lit un rendu de son thème natal, ou quand il étudie son signe, ou quand il essaie de percevoir le signe des autres, quiconque a cette introspection-là ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de vrai dans la lecture astrologique, il y a quelque chose de lui qui résonne avec la dynamique de son signe, avec son ascendant, avec des choses qu'il perçoit chez l'autre qui est d'un autre signe. Il y a des choses que l'on ressent qui sont vraies, qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on pratique l'astrologie. Après 3 siècles de matérialisme scientifique qui a commencé au moment de la philosophie des Lumières, où on a un petit peu rangé l'astrologie dans le tiroir des superstitions, malgré tout encore aujourd'hui, les gens s'y intéressent et cette pratique a traversé les âges et surtout ces siècles de rationalisme pour être encore pratiquée aujourd'hui. Donc c'est bien le fait qu'elle nous parle profondément, elle résonne en nous profondément. La science ne peut pas complètement l'expliquer, mais en fait, elle n'appartient pas au domaine de la science, pour moi en tout cas. Je développerai ça un peu plus tard. Et aujourd'hui, elle nous renseigne sur nous-mêmes et sur un monde en devenir. Donc, pour en revenir à mon expérience, j'ai grandi dans une famille où on s'intéressait à l'astrologie. Il se trouve que ma maman s'y intéressait. Et on avait dans les années 80 un regain de l'astrologie avec Barbeau, qui est un éminent astrologue, qui avait créé un lieu qui s'appelait Astroflash sur les Champs-Élysées à Paris, où il y avait une espèce de méga ordinateur à l'époque qui créait des thèmes astrologiques. Et ma mère, qui était un peu là-dedans, avait fait mon thème. Je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Et le thème avait été sorti par cette énorme machine, ces ordinateurs des années 80 avec des espèces de trous de tous les côtés. Et puis donc, quand elle me l'a donné, j'ai pu lire pour la première fois la carte de mon ciel natal avec l'interprétation de qui j'étais. Donc ça m'a vraiment bluffée à l'époque, parce que déjà, j'avais pas eu d'introduction à ça, et ça m'a vraiment bluffée. Et surtout, ça m'a semblé assez évident, au-delà de ce qui était écrit, dont je ne vais pas m'étendre là-dessus, au-delà du thème natal, le rendu que j'avais par écrit, ce que je trouvais assez évident pour moi, c'était cette relation que certains aspects de moi pouvaient avoir avec des placements des étoiles dans le ciel, ou plutôt comment les placements des étoiles dans le ciel pouvaient, d'un point de vue symbolique, représenter des parties de moi. Ça me semblait d'une évidence incroyable. Et pour continuer là-dessus, j'ai continué ma pratique en Inde. J'ai vécu en Inde quelques années. Et en Inde, j'ai étudié avec des astrologues védiques qui étaient des anciens astrologues qui ont une pratique qui étaient des personnes qui sont plus de ce monde, qui avaient déjà 70 ans et qui m'ont appris beaucoup de leur pratique. Bien sûr, j'admire énormément. Et donc, je me suis intéressée à l'astrologie sidérale. Je la pratique beaucoup moi-même, mais je ne vais pas en parler directement
dans cette conférence, je vais vraiment me centrer sur l'astrologie en Europe, l'astrologie tropicale. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle astrologue de métier. C'était ce qui était présenté dans la présentation de la conférence. Et pourtant, jamais un astrologue ne peut vraiment se dire astrologue, parce qu'il n'y a pas un moment où on atteint un état d'astrologue où les choses sont terminées et où on va dire une autorité d'une lignée d'astrologues nous donne un diplôme d'astrologie, nous estampille astrologue. Ça n'existe pas. On est continuellement en train d'étudier l'astrologie, mais c'est plutôt quelque chose qu'on reconnaît. On se reconnaît les uns les autres, c'est-à-dire en faisant des thèmes comme ça à mes amis quand j'avais 20 ans, et puis en Inde, et puis par-ci par-là, les gens me revenaient toujours à moi en me demandant « mais oui, c'était intéressant ce que tu m'avais dit, je voudrais que tu fasses mon thème ». Et en fait, c'est venu à moi en quelque sorte parce que on a reconnu ça en moi, apparemment ça avait l'air de parler aux gens, du coup ça m'a continué à m'inspirer, moi-même qui ai toujours étudié la chose. Et puis en fait, c'est cette reconnaissance les uns les autres, voilà, un petit peu comme le statut d'artiste, c'est une reconnaissance, c'est pas un diplôme qu'on a, c'est des choses qu'on se reconnaît les uns les autres. Et donc voilà comment je suis devenue astrologue à l'heure actuelle. Voilà, je fais ça, je consacre beaucoup de mon temps à lire les thèmes astrologiques. Et ce qui me plaît dans cette pratique, c'est la grille de lecture extrêmement riche de la réalité et de la psyché humaine que l'astrologie propose. C'est vraiment une approche du monde que je trouve fascinante. Bon, certainement parce que ça résonne avec moi et évidemment ma fascination du ciel, des constellations et de la Voie lactée les soirs d'été. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une richesse incroyable dans l'apprentissage de la lecture des thèmes et la relation que ça engendre avec une personne qui vient à moi ou les autres dans ce contexte-là est extrêmement riche également. C'est comme une évidence en fait, en quelque sorte. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette méditation au sein de l'astrologie qui permet de se placer sur un domaine de compréhension beaucoup plus vaste des choses, où l'astrologue, pour comprendre quelqu'un, il va se replacer dans des archétypes pour comprendre la personne, il va se replacer dans son empathie, dans son ressenti, il va se replacer dans l'enseignement de l'astrologie, et c'est vraiment une pratique que je trouve profondément spirituelle, et que je ne dissocie pas de la méditation en fait aussi. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est quelque chose en quoi je crois vraiment. Et si j'avais, au-delà de l'astrologie, quelque chose à partager avec vous, c'est de vraiment vous intéresser à la pratique de la méditation, que ce soit 5 minutes ou 1 heure par jour. Parce que la pratique de la méditation est centrale dans la vie, je trouve, pour le bien-être personnel déjà. Et dans le cadre de la pratique de l'astrologie, c'est un petit peu au sein de la méditation, où c'est à travers le processus de méditation sur un thème, de méditation sur la personne, de méditation sur les grands symboles qui s'imbriquent que je vois dans le thème natal, c'est depuis ce processus-là que j'arrive à m'exprimer sur la personne et parler de la personne. Et vraiment, je trouve que la méditation et le métier d'astrologue ne devraient pas être deux choses séparées. Et même au niveau des thérapies, les thérapeutes gagnent à méditer, gagnent à se recentrer dans leur soi véritable, qui est quelque part détaché de la personnalité, des conditionnements sociaux, de tous les rouages psychologiques, pour œuvrer, se retrouver dans cet état et prendre du recul sur les choses, mieux comprendre les choses et aussi être plus vrai et plus authentique. Voilà. Donc tout ça, c'est en fait un ensemble d'enseignements et de pratiques qui vient à moi beaucoup, très régulièrement. Et j'aime énormément cette approche-là. Donc, un point de vue plus global et transcendant sur la vie et les choses, sur les gens. Observer l'astrologie, les thèmes natals, c'est replacer aussi
l'humain dans un sens du sacré. Et encore une fois, l'astrologie s'adresse vraiment aux gens qui ont ouvert un dialogue avec le sens du sacré. Il est évident qu'il y a une part de croyance ou d'élévation vers, ou de dialogue dans l'astrologie, dans le sacré, avec quelque chose de plus vaste que soi. C'est pour ça que quelque part la science a tellement de mal à complètement comprendre, expliquer la pratique de l'astrologie. Et c'est dans cet état qu'il y a une création des symboles, et c'est dans cet état-là que quelque part on décrypte la vie du réel, on décrypte le réel à travers l'astrologie. Et cet état-là est un enseignement, et c'est en pratiquant qu'on comprend vraiment de quoi il s'agit. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la pratique de l'astrologie de mon côté. Voilà brièvement comment je le vis et ce que j'en fais et qu'est-ce que ça m'apporte. Alors, pour ce qui en est de l'astrologie à proprement dit, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des gens connaissent l'astrologie sous le prisme de leur horoscope. Et les horoscopes que vous lisez dans les journaux sont absolument réducteurs de cette pratique millénaire, et je vais vous l'expliquer à travers une brève histoire de l'astrologie pour vous faire comprendre à quel point un nombre inconsidérable d'humains ont œuvré à y mettre beaucoup de leur esprit pour développer cette pratique. Donc j'ai un PowerPoint ici que je vais dérouler au fur et à mesure pour vous illustrer voilà, certaines choses que je veux vous dire. Alors je vais passer, je fais un petit test, voilà. Donc je vais commencer avec l'histoire quelques exemples de l'art pariétal, parce que vraiment l'art pariétal c'est la première retranscription de cette fascination éternelle de l'humain pour la voûte céleste. Imaginez un petit peu, resituez-vous dans un monde où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas vraiment de société encore. Le cerveau humain était certainement, on peut dire, branché de façon assez primaire et prenait la réalité du monde de façon littéralement physique. C'était dans le corps que le corps et l'expérience était certainement à dissocier. Et donc, imaginez un petit peu ce que l'humain ressentait face à ce ciel, les soirs d'été. Imaginez quel pouvait être le ressenti pour un humain. Il y avait une fascination depuis, on va dire, le néolithique, peut-être même auparavant, mais c'est l'art pariétal, il apparaît, donc, par exemple, dans le cas de Lascaux, il y a 23 000 ans, Lascaux date de cette époque-là, approximativement. Et on voit dans l'art pariétal de la grotte de Lascaux que des hommes ont dépeint cette situation-là qui représente un taureau avec des points que vous pouvez voir sur les côtés qui, d'après les paléontologues, semblent être les constellations qui se trouvent devant ce qu'on appelle la constellation qui se trouve dans la constellation du taureau. Alors là, vous pouvez voir en fait les alignements des Pléiades sur le côté qui correspondent aux petits alignements des points sur le taureau, où en fait il y avait déjà un essai de projection de sens sur ce que l'humain voyait dans le ciel, qui semblait être une puissance omnipotente. Le ciel représentait quelque chose de gigantesque et d'extrêmement mystérieux. Et l'homme essayait de projeter des images à sa façon, à travers cet art-là, sur la voûte céleste. Donc, c'est quelques exemples que je peux vous donner. Je vous en donne par exemple d'autres. Un peu plus tard, on a le disque de Nebra qui remonte à il y a 3600 ans depuis aujourd'hui. C'est un disque, c'est en fait une plaque de bronze de à peu près 30 cm qui était retrouvée en Allemagne, je crois, au siècle dernier, qui est, selon les archéo-astronomes, une première représentation de la voûte céleste. Voilà, une ébauche de la voûte céleste avec, évidemment, un œil pas du tout scientifique, parce que vous pouvez voir les représentations. Donc on voit le soleil clairement représenté, la lune, des marques qui ressemblent à des symboles des solstices d'hiver et d'été, avec une barque solaire ici, qui pourrait être aussi bien un endroit où le soleil semblait disparaître la nuit, parce qu'on n'avait pas compris que la Terre était ronde, évidemment.
Et puis voilà, il y avait des vidéos sur des couchers de soleil. En fait, c'était vraiment une ébauche on va dire, d'un planétarium, quoi. Déjà, l'homme essayait de mettre en place sa vision de sa voûte céleste. Voilà, on a un autre exemple, par exemple, c'est Stonehenge, que vous forcément avez déjà vu en photo au moins, c'est en vrai. Stonehenge remonte à 1000 avant Jésus-Christ, avant les druides. Les druides s'y sont installés plus tard. Et en fait, Stonehenge représentait un ancien observatoire qui observait, on pense, les solstices, les éclipses de lune. En fait, les chercheurs pensent qu'ils essayaient de comprendre à quel moment les éclipses de lune allaient avoir lieu en fonction des alignements de la lumière du soleil sur ce bâtiment. Et puis, donc, il y avait vraisemblablement à cet endroit aussi des rituels qui étaient vraisemblablement païens et animistes à l'époque. Et vous pouvez voir un exemple, par exemple, du solstice d'été. Ça prenait cette forme, en fait, au moment où le soleil se couchait ou se levait, je pense que c'était au moment du coucher du soleil. Exactement, la lumière du soleil retombait sur une pierre centrale, ce qui indiquait aux hommes à l'époque que là, on rentrait dans la saison de l'été. En fait, c'était un bâtiment qui faisait un peu office de calendrier, où en fonction de où la lumière du soleil tombait à un certain moment sur les pierres centrales, on arrivait à définir le temps qui passait en quelque sorte. Vous comprenez? Donc, vous voyez, l'étude de l'astronomie, le sens qu'on met au ciel et la mesure du temps étaient intimement liés. C'était trois choses intimement liées. Et les astronomes étaient des astrologues, étaient aussi des gens qui essayaient de créer le temps, ou tout du moins de retranscrire le temps. Je continue. Alors, bon, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la civilisation des Sumériens et de Sumer, qui correspond à une civilisation qui était au niveau de l'Irak actuel, au Moyen-Orient. Et en fait, les Sumériens, on peut dire... c'est là-bas que toutes les civilisations commencent, parce que les Sumériens ont inventé l'écriture, ils ont aussi inventé les nombres et une espèce d'ordre mathématique également. Et ils ont absolument... c'est d'ailleurs une civilisation absolument incroyable, parce que vous voyez, là on parle d'une civilisation qui apparaît, qui est dans son plein développement à 3000 ans avant Jésus-Christ, alors que nous on est encore... un petit peu à la révolution néolithique. Là-bas, il y a soudainement dans ce désert un développement fulgurant de la civilisation, avec des gens qui s'installent en société, avec une hiérarchie dans des villes peut-être rudimentaires, mais avec une conceptualisation de la ville, peut-être même de la propreté, avec des esclaves. Au fur et à mesure, il y a beaucoup d'histoires de maîtres et d'esclaves dans cette civilisation. On invente l'écriture, on compte, et puis fait très important, c'est que l'étude des astres est extrêmement mise en avant dans cette civilisation. Il faut savoir que les Sumériens construisaient des tours dans le désert qui étaient souvent affiliées à des temples et aux palais, parce que intimement, les rois et les astronomes pensaient qu'il fallait absolument développer cette connaissance, parce que dans les placements des astres errants, ce qu'ils voyaient, c'est que des astres n'étaient pas toujours au même endroit sur les étoiles fixes, comme par exemple des planètes comme Mercure, Vénus, Jupiter, Mars. Ils voyaient des planètes qu'ils appelaient errants parce qu'ils ne savaient pas qu'elles faisaient partie de notre système solaire. Et ces astres qui bougeaient d'un mois à l'autre, enfin d'une période à l'autre, il fallait les étudier pour voir quels effets elles avaient sur la population. Tout ça a des biens politiques. C'était vraiment pour une espèce de recherche et développement où les astronomes astrologues, quand le soleil, à un certain moment de l'année, était placé devant une constellation, au moment du lever du soleil, de son lever, on observait est-ce qu'il y avait un impact sur la population, est-ce qu'il y avait plus de maladies à ce moment-là, est-ce qu'il y avait plus d'accouchements peut-être. Est-ce que la végétation s'en ressentait? Quel était l'impact sur la végétation? Ou bien on essayait de voir aussi si il y avait un impact sur même l'utilisation du pouvoir des rois
parce que bien sûr, l'astronomie était liée aux politiques quand même. Et puis on essayait de comprendre comment la nature fonctionnait, hein, parce que l'astrologie nous renseignait sur le fonctionnement de la nature et les rythmes de la nature. Et donc, les Sumériens, donc, au fil du temps, inventent les premiers calendriers agricoles qui sont, on va dire, une réminiscence, qui permettait en fait à savoir exactement à quel moment il était judicieux de planter, à quel moment il était judicieux d'arroser, etc., en fonction des déplacements du soleil, de la lune, et donc on arrivait à jauger les printemps, les étés, les différentes étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est on était dans les rudiments de la compréhension de l'univers. Ni on savait que la Terre était ronde, ni on savait que la Terre tournait autour du soleil. C'était vraiment rudimentaire, mais considérable. Il y avait beaucoup d'énergie qui était mise dans cette lecture, des saisons, de comprendre comment ça marche pour simplement survivre. Donc les Sumériens sont très importants. D'ailleurs, très vite par la suite, les Sumériens considèrent qu'il y a une merveilleuse sympathie qui existe entre les phénomènes sidéraux et les lois naturelles de la Terre, et qui se reflète surtout dans les saisons, ce qui font croire aux Mésopotamiens que toute chose ici-bas dépend de celle d'en haut. Et ça, c'est vraiment on va dire, cette croyance-là, cette théorie-là, elle est fondatrice au niveau de l'astrologie. C'est que, en tout cas, telle qu'on la pratique en Occident, hein, parce qu'il y a plein de types d'astrologie, l'astrologie maya, l'astrologie indienne, l'astrologie tibétaine, l'astrologie égyptienne, vietnamienne, chinoise. Je ne vais pas aborder ces astrologies-là, je vais vraiment rester sur notre astrologie. Et dans notre postulat, c'est vraiment que, voilà, les Mésopotamiens observent que il y a un certain ordre autour de nous, que voilà, les constellations, il y a une espèce d'ordre qui fonctionne, qui a un sens qu'ils essaient de décrypter le fait de comment on se situe par rapport à telle constellation à tel moment. Et cela agit sur le vivant, et aussi également le vivant existe parce que ça le regarde en quelque sorte. Il y a une espèce de ce qu'on appelle une merveilleuse sympathie, ou un peu une analogie entre les deux, une résonance entre les deux. Vous voyez, les Sumériens considèrent que quand ils regardent le ciel les regarde en fait. Et ils regardent le ciel parce que le ciel les regarde en quelque sorte. Et donc là, les Sumériens, la Babylone, c'est un peu la continuation de la culture sumérienne, hein. Au fil du temps, donc cette civilisation babylonienne, elle délimite les premières constellations zodiacales, ce qu'on appelle le zodiaque babylonien. Ces constellations sont délimitées dans le ciel par bandes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les amas des étoiles sont répertoriés, en fait découpés en face de soi, sous la forme de, on va dire, de bandes qui représentent des constellations du zodiaque. Et donc, les astronomes astrologues vont y donner des noms qui vont être appelés les signes du zodiaque babylonien. Et puis, à la suite, on va continuer à développer ça par l'étude beaucoup plus précise d'un moment, avec les premiers horoscopes qui apparaissent, les plus anciens, vers moins 400 avant Jésus-Christ. Et c'est surtout aussi en Grèce que les horoscopes se développent énormément. Et c'est en Grèce, par la suite, que les horoscopes étudient la personne beaucoup plus qu'à un moment. À ces moments-là, en fait, moins 400 avant Jésus-Christ, on avait des horoscopes où, en fait, pour donner une date, si vous voulez, comme on n'avait pas les calendriers actuels, pour donner une date, pour référer une date, on disait ce jour-là, la Lune était dans les griffes de la constellation du Scorpion, Vénus était devant le Poisson, Mars, je ne sais quoi, Mars était devant la constellation du Sagittaire ou je ne sais quoi. Vous voyez, en fait, les moments au niveau du temps, on les retrouvait par des écrits qui expliquaient qu'à tel moment, les astres étaient devant telle constellation. On savait donc que c'était à ce moment-là qu'il était arrivé un événement. C'est pour vous dire à quel point l'astronomie était importante, parce qu'elle faisait elle référait une date en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Et voilà, donc pour continuer, à moins 300 avant Jésus-Christ, l'astrologie babylonienne se mélange à la culture hellénique avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Donc là, on a des cultures qui remontent vers la Méditerranée. Et à moins 125 avant Jésus-Christ, Hipparque est considéré comme le plus grand astronome d'observation d'Antiquité. Donc là, on a du lourd. On a vraiment des hommes qui consacrent leur vie à ça. Il fut le premier grec à développer des modèles quantitatifs et précis du mouvement de la Lune et du Soleil. Donc lui, il commence vraiment à peaufiner l'art de l'astronomie. Et donc on a des signes d'astrologie grecque à l'époque. Donc les constellations sont déjà délimitées. On a compris que les planètes errantes, elles ont un rythme régulier. Elles passent devant les constellations, elles reviennent. Et puis donc ici, on a donc... pour les signes du zodiaque, on considère que ces représentations des constellations dans le ciel sont en fait des représentations de Dieu ou d'êtres supérieurs. Et ces constellations, donc, ont, on va dire, comme une histoire. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, les signes astrologiques grecs, ils représentent des grands symboles mythologiques qu'on retrouve un petit peu encore aujourd'hui dans nos signes actuels. Comme je vous donne un exemple ici, comme la Vierge, par exemple. Et dans la mythologie grecque, le signe de la Vierge, c'est, selon certaines sources, Astrée, la déesse de la justice qui vivait sur Terre pendant l'âge d'or, qui quitta le monde des hommes lorsque celui-ci fut devenu l'âge de fer, horrifiée à la vue des crimes qui étaient faits, commis par les mortels, elle regagna le ciel. Donc c'était, on va dire, une vierge qui était, qui avait, on va dire, une pureté intérieure assez importante. Et c'est un exemple, vous voyez, déjà de reliquat qu'on retrouve aujourd'hui dans les signes astrologiques. La Vierge, bon, c'est pas exactement ça, on va parler des signes après, mais il y a quand même des images qu'on retrouve dans la lecture des signes actuels également. Pour continuer, un autre comme le Capricorne, par exemple, c'était pareil, le Capricorne était représenté déjà comme un animal hybride. Et puis, selon certains récits, c'était lié à une constellation qui avait donné naissance à Pan, le dieu Pan, qui avait aussi des sabots de bouc. Et donc, voilà, il y avait voilà, toute une histoire, etc. Et on continue à retrouver ces symboles à travers la Rome antique, où l'astrologie aussi a connu ses heures avant l'arrivée du christianisme. Je continue. Voilà, donc pour continuer rapidement et pour vraiment vous faire comprendre à quel point il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette pratique de l'astrologie. On a Ptolémée en 150 après Jésus-Christ qui écrit et publie le Tétrabiblos, qui est une compilation des écrits de l'astrologie savante suméro-hellénistique. Voilà, donc encore une fois, l'astrologie remonte. Entre-temps, Jésus-Christ est né, donc évidemment aussi la religion chrétienne se répand comme une traînée de poudre. En parallèle, l'astrologie tient le coup, mais en 287, l'empereur romain Dioclétien interdit l'astrologie et pourchasse les astrologues. Pourquoi? Parce que la religion plutôt dogmatique chrétienne est en train de s'installer. Et pour des raisons politiques, l'astrologie ne fait pas partie des tendances. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que il y a des références de l'astrologie dans la Bible. Je ne sais pas à quel point la Bible était identique à cette époque aujourd'hui au niveau de la transcription, mais on parle de ce phénomène de ce qui est en haut est en bas et de ce qui est en bas est en haut et participe au 1 aussi dans la Bible. Et c'est à noter aussi que les rois mages qui viennent accueillir Jésus sont des astronomes astrologues. J'espère que vous le savez. Donc ils sont très importants si vous regardez bien dans l'histoire du Christ. Alors, voilà, en 400, le concile de Tolède frappe d'anathème quiconque croit en l'astrologie. Donc là, c'est encore pire. C'est un petit peu l'anathème, c'est très enfer, c'est très marqué par une vision un peu plus puritaine.
Voilà, ensuite les choses bougent un petit peu. En 530, l'Église chrétienne triomphe, les astrologues se sont réfugiés en Perse, ils ont été rejetés complètement de l'Europe. L'astrologie disparaît d'Europe pendant 4 siècles. Et environ à 750, la civilisation arabo-musulmane annexe le savoir astrologique et le diffuse lors de ses conquêtes. Et c'est à ce moment-là que les conquêtes du monde arabe aussi font considérablement diffuser la connaissance astrologique. Par exemple, en Inde, où il y a une vraie... Après l'Inde, d'un point de vue historique, il y a plein de versions par rapport à l'astrologie qui a déjà été védique, etc. Mais en tout cas, l'histoire veut qu'elle provient beaucoup de, des conquêtes du monde musulman à l'époque. Et puis, ils l'ont aussi un petit peu remis à leur sauce avec les croyances de la culture. Et pour continuer, au IXe siècle, on a la table d'émeraude, qui est un texte très important d'alchimiste, qui est un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique, qui est donc vraisemblablement, qui émerge dans le monde arabo-musulman d'ailleurs. Hein. Et puis, donc, ce texte dit, il est vrai, sans mensonge certain et très véritable, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. Alors là, on a une grande citation de la littérature alchimique qui par la suite s'est extrêmement développée au Moyen-Âge et revient en France à travers... c'est ce texte des tables d'émeraude. Et c'est pareil, cette vision-là, je ne sais pas si vous pouvez l'entrevoir, c'est vraiment une phrase sur laquelle il faut méditer pour la saisir. Mais elle est en résonance avec déjà ce que les Sumériens ressentaient du ciel. Elle est en résonance dans l'alchimie, elle est même en résonance aussi avec toutes les cultures et les traditions védiques, orientales, de la méditation tibétaine, etc. Cette idée que les choses ne font qu'un, et que c'est un secret d'initié, que tout ne fait qu'un, et que ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut à un moment T, en fait. C'est plus qu'une synchronicité, c'est une résonance exacte du haut et du bas, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et les deux forces qui ne sont en fait qu'une seule travaillent à créer le miracle de la chose unique. Ça veut en fait dire qu'il n'y a en fait qu'une seule chose à un moment T. Il n'y a que des expressions d'un moment, c'est une seule chose qui opère à ce moment-là. Donc c'est un enseignement assez spirituel. Si vous avez l'occasion, vous pouvez méditer sur cette phrase qui est très obscure, certainement pour quand on l'a lu au début, mais c'est très passionnant. Donc voilà, je continue voilà, sur l'histoire. Donc en 950, l'astrologue arabe Al-Kabachus publie son introduction à l'art de l'astrologie sur les grandes conjonctions planétaires et les domifications. Donc à ce moment-là, on essaie déjà de prédire en fonction des grands événements astrologiques, des grandes conjonctions, comme un exemple Jupiter et Neptune proches dans le ciel. On essaie de prévoir exactement qu'est-ce qui va arriver. Va-t-il y avoir le début d'une guerre? Va-t-on voir l'avènement d'un grand maître ou d'un grand roi? Ou bien le roi risque-t-il de mourir lors d'un événement céleste? On essaie vraiment de faire de l'astrologie qu'on appelle de prévision. Et donc ces écrits se développent en Europe au XIIe siècle. Donc l'astrologie revient sous la forme d'initiés, hein, avec les tables alchimiques et la philosophie hermétique. Et en 1550 en Europe, l'astrologie connaît une véritable apogée alors. On a Kepler et Galilée qui sont astronomes et astrologues, qui posent les bases de l'astronomie et de la physique moderne et qui sont astrologues. L'astrologie recentrée sur ses origines grecques, l'astrologie enseignée à l'université, et puis même Nostradamus est à la cour du roi. En parallèle, il y a énormément de divination dans les sociétés européennes, en France, et beaucoup de ce qu'on appelle des magiciens, avec beaucoup d'empoisonnement. Sur le plan politique, c'était assez chaud à l'époque.
il y avait beaucoup de charlatans, il y avait beaucoup de devins, il y avait beaucoup d'empoisonnement, il y avait un peu tout ça mélangé. Donc, les gens qui pratiquaient la magie, l'astrologie, toutes ces choses-là, c'était quand même des gens qui étaient un peu dangereux sur le plan politique parce que c'est un peu des renégats de tout ordre. Donc on s'en méfiait. Et pour faire simple, eh ben, en 1666, Colbert, qui était le ministre de Louis XV, décrète que l'astrologie ne sera plus enseignée à l'université, c'est fini. Elle est à nouveau reléguée, enfin elle est rejetée pour des raisons politiques et elle est littéralement diabolisée. Donc vous voyez un petit peu combien le développement de l'astrologie a pâti de plein d'opprobre qui lui a été jeté dessus par rapport dans son développement, que ce soit aussi bien par la religion que par le politique, que par les intérêts politiques. Malgré ça, aujourd'hui encore, et plus tard par la science, parce que vous allez le voir, donc aujourd'hui, l'astrologie perdure. En 1710, il est interdit de publier les éphémérides en Europe. Les éphémérides, ce sont les rendus des placements des planètes devant les constellations. Donc les astrologues ne peuvent plus travailler, donc c'est l'horreur. Je continue. La philosophie des Lumières arrive avec des siècles de matérialisme scientifique qui ont suivi. Au XVIIIe siècle, voilà. Et donc là, évidemment, l'astrologie... la science ne lui trouve aucune base, c'est du charlatanisme, tout ça c'est des trucs de bonne femme, c'est des trucs de grand-mère. Donc c'est vraiment la philosophie des Lumières, elle arrive avec, elle fonctionne un peu comme, elle est très mécaniste. En fait, la science à ce moment-là qui commence à se développer avec ses postulats de recherche, la science essaie de comprendre l'univers de façon mécanique, en le découpant en parts et en développant la physique, en délimitant les protons, les électrons. Et en fait, pour les scientifiques, de plus en plus, l'univers est une espèce d'horloge ou de gros mécanisme et les choses ne sont plus considérées dans leur entièreté. Donc voilà. En 1900, donc à nouveau, l'astrologie revient à l'ordre du jour avec le grand intérêt vers les pays orientaux qui commence au début du XXe siècle. Donc on a des statistiques qui sont faites pour essayer des recherches pour prouver qu'on peut statistiquement faire des recoupements entre les thèmes. Voilà, en 1930, alors on a énormément d'intellectuels qui voyagent en Inde, voilà, on redécouvre les cultures avec aussi au niveau artistique, on a tout un courant artistique dont j'ai oublié le nom, mais qui est vraiment, peut-être quelqu'un s'en rappelle, mais en tout cas orientaliste, voilà, le courant orientaliste. Et puis, donc il y a énormément d'intérêt, Alexandra David-Mills voyage en Inde, au Tibet, donc il y a énormément d'intellectuels qui commencent à se réintéresser à ce principe-là, et Jung a donc développé son principe de la psychologie des profondeurs. Il jette un pont entre l'astrologie et la psychologie analytique. En fait, Jung a énormément contribué en Europe au développement et à la compréhension de l'astrologie, surtout au niveau de sa tentative d'expliquer, enfin, il explique très bien les archétypes. Donc voilà, on a les premiers horoscopes dans les magazines qui apparaissent. Voilà, aujourd'hui, jeudi 23, les Capricornes, vous allez assister à une conférence d'astrologie. Bref, des trucs un petit peu très généraux. Voilà, mais les intérêts culturels continuent. On redécouvre l'astrologie tibétaine, l'astrologie indienne. En 1936, Diane Rodiard, qui est un grand astrologue humaniste, publie l'astrologie de la personnalité. Donc là, l'astrologie devient vraiment une étude de la personnalité. Elle n'est plus seulement utilisée que pour être un art de la divination. On essaie vraiment de comprendre l'âme humaine et la psyché humaine avec une caractériologie. On essaie de comprendre les caractères humains dans le thème natal. Donc là, l'astrologie devient de plus en plus liée à la science de la psychologie, et je pense que finalement c'est une très bonne chose parce que la psychologie a beaucoup, dans son mécanisme, beaucoup expliqué, enfin dans les archétypes, on va dire, l'astrologie. Voilà, on a en 55 d'autres œuvres de statistiques, d'enquête statistique par Gauquelin, par exemple, qui est un psychologue qui essaie de montrer que selon les statistiques, le placement de la planète Mars au moment de la naissance de quelqu'un
va grandement influencer sa capacité à être performant sur le plan sportif ou bien avoir une carrière liée à Mars, c'est-à-dire alors, il y a le côté des sportifs, il y a aussi dans les forces de l'ordre, par exemple, ou dans le contrôle de la société ou l'armée, etc. Et donc, il arrive à montrer en étudiant un panel de thèmes qu'il y a effectivement un effet de placement de la planète Mars qui contribue à créer chez les gens un intérêt pour un type de profession et d'orientation professionnelle. Donc, c'est pas un hasard et donc ça peut être prouvé par des statistiques, etc. Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment de financement de l'astrologie. Les statistiques, c'est dommage parce que moi, en tant que praticienne de l'astrologue et pouvoir parler avec des astrologues, je peux vous dire qu'on peut faire des statistiques quelque part. Il y a énormément, entre deux thèmes qui ont des points communs, il y a énormément de recoupements, des choses qu'on retrouve, qui résonnent, qui... Voilà. Et même, je peux vous raconter une anecdote, tiens, pour un truc assez incroyable que j'avais vu. Je crois que c'était en 2011, j'étudiais l'astrologie avec un vieil indien qui s'appelait Babu Baiji. Il est décédé, il avait pas loin de 75 ans. Donc lui, il avait une pratique de l'astrologie depuis l'enfance parce qu'il avait commencé au Gurukul. Donc son prof à l'école était astrologue. Il avait vu son thème, il avait dit, toi, tu vas être mon shishya, je vais te former à l'astrologie. Donc astrologue depuis 75 ans, il avait vu, il m'avait dit plusieurs centaines de milliers de thèmes. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur un groupe de gens qui étaient venus faire un programme de méditation. On faisait leur thème. Et moi, j'étais avec lui, puis il me montrait, en fait. Et il y avait son fils aussi, qui était... c'était son... à qui il a retransmis tout son savoir. Donc, il y avait son fils, lui et moi. Et en fait, il y a une dame qui vient, qui s'assied. Donc, il avait préparé son thème et tout. Et puis, voilà, il regardait les Mahadashas, on appelle les grands transits en astrologie indienne. Il regardait les placements, etc. Il parle à son fils, il lui dit, t'as vu ça, là? Son fils, là, il fait, ah, oui, oui. Si ça te rappelle rien, ça te rappelle personne. Ah, si, ça me rappelle un tel, ça me rappelle un tel, ça me rappelle un tel. Et en fait, à ce moment-là, l'astrologue regarde la femme et lui dit, à 22 ans, entre tel mois et tel mois, il semblerait que vous ayez essayé d'intenter à vos jours. Et là, la fille fond en larmes, elle est très, très, très émotionnelle. Et elle lui dit, mais oui, mais j'en ai parlé à personne. Vous savez, je me culpabilise d'avoir fait ça, etc. Enfin, disons, il y a eu un processus de guérison, je pense, pour cette fille qui n'en avait en fait jamais parlé, qui avait honte de cette expérience de sa vie. Et donc, voilà, il a fait parler très humainement de cette expérience, de ce qu'elle avait ressenti, machin. Et donc après, quand la dame est partie, il nous a expliqué avec son fils qu'en fait, il avait vu exactement le même contexte, les mêmes conjonctions dans différents thèmes où il était arrivé la même chose à un moment. Voilà. Donc, du fait, comme il a vu plein de fois que selon un certain nombre de conjonctions et de paramètres, ce genre de choses arrive, il semblait pour lui que c'était évident que c'était ce qui est arrivé à cette femme et c'était le cas. Donc, dans sa tête, c'était un espèce d'énorme ordinateur à statistiques, ce monsieur. C'était vraiment impressionnant. Mais il avait une pratique, voilà, une pratique énorme sur des années. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'expérience apporte beaucoup de précision à l'astrologue parce qu'en fait, il y a, plus on fait de thèmes, plus on comprend des principes et plus on arrive à les interpréter et de façon de plus en plus précise. Voilà, juste pour dire. Et voilà, et pour finir avec l'histoire, on a les années 70 où là, les grandes vannes s'ouvrent, on a l'arrivée de l'ère du Verseau, les années 90, on a le New Age, enfin bref, c'est génial. L'astrologie devient un phénomène de société, donc voilà, l'astrologie karmique, donc là, avec tous les allées et venues entre l'Inde et ici, les astrologues s'intéressent à la réincarnation, à l'astrologie karmique, enfin bref, il y a plein de courants d'astrologie qui apparaissent. Bon, bien sûr, il y a beaucoup aussi de débordements, mais par la suite, l'astrologie a eu ses grandes heures. Donc, on a eu, vous savez, Mitterrand avait son astrologue. Voilà, on sait que Giscard d'Estaing aussi, vraisemblablement.
Voilà, on a vu Madame Soleil, c'est rentré dans les émissions à la télé, on a des magazines entiers écrits là-dessus, etc. Mais on nous offre on va dire, une connaissance de l'astrologie qui est extrêmement simplifiée. Et aujourd'hui, peut-être, assis ici, certains d'entre vous ignoraient que depuis peut-être 5000 ans déjà, la relation de l'homme aux astres a été explorée, développée, recherchée par une quantité infinie de gens qui ont consacré leur vie à le faire pour comprendre le phénomène de relation entre l'homme et les astres. Le saviez-vous? Oui, d'accord. Très bien. Donc, maintenant, vous avez un descriptif un peu historique du coup. Voilà, alors... Maintenant, ce qui est intéressant, on va passer un peu à comprendre la mécanique de l'astrologie. Là où il y a énormément de choses nouvelles qui arrivent, c'est la physique quantique qui commence à se développer, on va dire, à l'orée des années 90. Et là, on peut trouver et comprendre un peu mieux les mécaniques de l'astrologie à travers les découvertes de la physique quantique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la science, jusqu'à maintenant, qui était la priorité très mécanique de la science, ne lisait à peu près qu'une manifestation de la réalité. Et avec la physique quantique, on comprend qu'il y a deux réalités, en fait. Donc, il y a la réalité que la physique explique avec les atomes, les protons et les grosses particules. Et la physique quantique découvre qu'en fait, on a ce qu'on appelle des subparticules, des particules microscopiques qui fonctionnent sur un autre modèle en quelque sorte. Et les théories de la physique quantique, donc, par exemple, il y a cette histoire d'intrication quantique qui décrit qu'en fait, quand deux molécules ont été unies et qu'elles sont dans le même état, quand on les sépare par la distance, elles réagissent à l'observation d'une façon similaire alors qu'elles sont séparées, et même séparées, elles réagissent de façon immédiate, séparées par un nombre considérable de kilomètres. Donc ici, avec ces particules-là, la physique quantique commence à découvrir qu'en fait la matière ne fonctionne pas tant comme on le croyait et qu'il y a une espèce de deuxième réalité que la science commence à découvrir, qui semble être indivisible ou qui n'est pas liée, qui ne fonctionne pas comme à travers le temps et la distance, comme ce que la physique précédemment montrait de sa vision de la réalité. Et donc là s'ouvre un champ qui est maintenant en développement, c'est le champ quantique qui en quelque sorte nous permet de quelque part un peu étayer et nourrir les théories plus spirituelles qui sont du niveau de la connexion de l'être à l'univers. Et je voulais en venir à ça. Je ne suis pas une pro de la physique quantique, hein. Vous aurez vous pourrez trouver des textes, voilà, des livres qui expliquent la physique quantique. Mais là où je pense qu'il y a un pont intéressant à faire avec la physique quantique, c'est que la vision de l'univers de la physique quantique fonctionne sur un autre type de réalité qui ne peut pas être perçue par la science actuelle. Et, par contre, l'observation a un impact sur cette réalité-là. Et pour moi, la réalité quantique, elle est très proche de la réalité de l'être. Et là, on parle de quelque chose de très spirituel, en fait. Et la réalité de l'être, c'est le ressenti, c'est l'état dans lequel on est quand on est face, par exemple, à la voûte céleste, ou quand on est face à quelque chose de grand, d'immense, et sur lequel on va essayer de faire du sens, parce que la science ne peut pas l'expliquer. Par exemple, vous voyez, la science ne peut pas expliquer, comment dire, ce que vous ressentez au moment où vous êtes sous la voûte céleste. Vous savez que voilà, les astres font des courses, voilà, qu'il y a des ellipses des astres, la science l'explique. Mais à ce moment-là, dans un état présent, le ressenti que vous en avez, la science ne peut pas l'expliquer parce que ce n'est pas vraiment du domaine de la science. C'est du domaine de l'être. Et cette
fonction-là de l'être, elle est ce qui a mu tout le développement des religions, des spiritualités, de la relation au sacré. Et quelque part, c'est quelque chose que la science peine à expliquer, que la science ne peut jamais vraiment expliquer. Jung a essayé d'aborder, justement, d'expliquer ça. Et d'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille de lire les travaux d'Alain Nègre qui a écrit Science et astrologie, parce qu'il essaie d'aborder ce lien entre l'être, le ciel et l'astrologie. Et si vous voulez, l'astrologie rentre tout à fait dans ce champ de l'être, du ressenti, et de comment on va faire du sens de ce que l'on ressent face à la voûte céleste. Et comment est-ce qu'au fur et à mesure de l'histoire, on a placé des grands symboles sur les positionnements des astres pour parler de l'instant présent. Et ça, ce sont les archétypes. Vous savez, quand on parle des archétypes, les archétypes, ce sont en fait, on a beaucoup d'archétypes qui sont des dieux, par exemple. Vous savez que les dieux tels qu'ils sont représentés, ils sont des symboles des archétypes dans l'inconscient collectif, et on les connaît. Mais je vous donne un exemple de qu'est-ce que c'est qu'un archétype. Par exemple, avec la culture indienne. Dans la culture indienne, vous savez, il y a 330 millions de dieux, il y en a beaucoup. Mais ces 330 millions de dieux, ils sont en fait les incarnations de 3 dieux principaux, seulement 3, qui sont Brahma, Vishnu et Shiva. Donc, dans la cosmologie indienne, Brahma, Vishnu, Shiva, ce sont les 3 dieux rois, ce sont les maîtres du panthéon. Mais en fait, tout bêtement, dans des temps très anciens, les chercheurs qu'on appelle des rishis, qui étaient des méditants, des yogis, des gens qui observaient leur être intérieur et leur ressenti intérieur, etc., avaient simplement observé qu'il y avait 3 grands principes inéluctables dans l'univers qui revenaient, qui semblaient être des principes omnipotents. C'était le principe de création, le principe de maintien et le principe de destruction. Vous voyez, dans l'univers, regardez autour de vous, quelque chose apparaît, vous naissez, vous maintenez dans le temps, vous vivez, et puis vous mourrez. Et puis un nouveau cycle recommence. Donc ça avait l'air d'être redondant quand ils observent autour d'eux les rythmes des saisons, la vie autour d'eux, la journée, la nuit, etc. Ce rythme revenait tout le temps. Donc pour eux, c'était un principe omnipotent qui semblait être tellement omnipotent que c'était le principe qui gérait la nature, donc c'était Dieu. Donc on a projeté des personnes sur ces phénomènes-là, mais en fait ces phénomènes, ce sont des phénomènes cosmiques de la nature. Après on y a projeté des divinités dessus, mais la création de l'archétype, c'est en fait projeter une image sur des forces qui nous dépassent en quelque sorte, en fait, qui semblent être plus hautes que nous. Voilà, c'est cette relation au sacré. Et donc l'astrologie, elle a de ça dans le sens où elle fait du sens de cette relation au ciel. Voilà. Donc Jung parle des archétypes, la lecture archétypale du réel. L'astrologie indienne aussi, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, l'astrologie indienne aussi, elle a des choses que nous n'avons pas dans notre astrologie, c'est que la culture védique considère qu'il y a un élément en plus que les éléments qu'on connaît ici, qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, c'est l'éther. Et ça, c'est un élément important à comprendre dans la culture indienne parce que c'est très important. L'éther est un élément, et quand je veux dire élément, c'est-à-dire que c'est une matière pour eux. Et l'éther, eh ben, c'est quoi? Eh ben, l'éther, c'est le vide qui est entre moi et vous. C'est le vide qui est entre vous et le soleil, c'est la masse vide qui est entre nous. C'est un élément, c'est pas pour eux, dans leur culture, c'est pas juste du vide. Et donc, pour eux, dans cet élément-là, il y a énormément d'informations qui sont échangées au plan subtil, ce qui peut ressembler à quelque chose de proche, ce qu'on pourrait dire de la physique quantique. Après, la physique quantique ne dit pas ça, mais si on va un peu plus loin, sur le plan subtil, en astrologie indienne, on considère que l'homme a un corps physique. Il a aussi des corps subtils qui sont le corps vital, le corps mental, le corps de l'intelligence et puis le corps de l'ananda. Ce sont différentes couches qui sont autour du corps physique et qui s'étendent
ce qu'on appelle les auras autour de nous. Et pour eux, en astrologie indienne, en fait, on considère que dans ces auras, dans nos corps subtils, sont contenues nos mémoires de cette vie, aussi des vies antérieures, parce que l'astrologie indienne est intimement liée à la vision de la réincarnation. Donc en fait, autour de nous, on a tous les stocks de ce qu'on est dans nos corps subtils, qui ne sont pas directement notre corps physique, mais qui sont reliés à notre corps physique. Donc c'est une science intimement reliée au yoga, au chakra, vous comprenez bien, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Et en fait, cet espace entre nous et le ciel est rempli de nos informations, et quand les planètes transitent certains points du ciel, en fait, les planètes ont des effets sur ces corps subtils qui vont manifester dans la personne certaines expériences de vie en lien au transit planétaire de la planète. Tout simplement parce que la vibration de la planète dynamise ce karma dans nos corps subtils, et donc on va faire l'expérience pendant un temps de ce processus symbolique de la planète sur nous, avec un certain type de gens qui viennent à nous, avec des types d'expériences qui peuvent être plus ou moins longues. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple Saturne qui transite sur la Lune, où Saturne, qui est le maître du karma et du temps, va nous mettre face à notre impression de vieillir, à notre besoin de nous projeter dans le temps, et aussi à notre structure personnelle, et à faire des points sur là où on en est à ce moment-là, etc. Vous voyez, symboliquement. Et pour les astrologues indiens, en fait, l'astrologie, c'est la science de l'astral et du vide qui s'instaure entre les astres et nous, qui sont en communication à travers ce lieu subatomique, et qui influence nos corps subtils, et donc impacte nos vies. Vous voyez, c'est vraiment une approche qui est une approche de l'astrologie. Voilà. Voilà, si on considère que les mouvements des planètes dans le ciel et les formes que les planètes de notre système solaire ont par rapport à nous à un moment T de notre naissance, forme géométrie sacrée qui a un impact sur tout le vivant, et donc sur vous au moment où vous vous incarnez. Et puis aussi, un point important dans l'astrologie tropicale, c'est qu'on considère que les saisons sont très importantes sur l'influence qu'elles ont sur la personne. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple le signe du Capricorne, qui est un signe qui est lié au solstice d'hiver. Le signe du Capricorne, il est reconnu comme étant un signe à l'image de l'hiver, c'est-à-dire c'est le moment où la nature retourne dans son essence, les animaux sont en hibernation, les choses retournent à l'intérieur, et le Capricorne symbolise beaucoup l'introspection, le retour à l'essentiel, donc aussi par extension l'authenticité, la vérité. Et le Capricorne, dans son explication, un peu on va dire, la description du signe, c'est un signe qui est une tendance plutôt intellectuelle, de réflexion, qui n'est pas naturellement chaleureux, enfin, si on en prend juste le signe dans son sens symbolique. Il est à l'image de sa saison, il est en retrait, il observe, et voilà, en fait, la saison impacte la personnalité. Prenez un lion, par exemple, qui naît au mois d'août, beaucoup plus dans la lecture reconnu comme étant chaleureux, généreux, volubile, tel le soleil, etc. Donc, l'astrologie tropicale prend en compte l'impact des saisons sur la psyché humaine. Voilà. Et je vais continuer un petit peu maintenant sur vraiment la lecture astrologique pour vous faire comprendre. Là, ça fait 1 heure déjà que je parle. Peut-être si vous avez une question ou deux, levez la main. Voilà, avant qu'on passe à l'autre partie. Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai juste une question il y a une référence potentielle autour de la question de l'éther. Oui. La question de l'éther dans la culture indienne. Oui. Est-ce que vous avez en tête une lecture particulière? Un ouvrage de référence? Non, pas du tout. En fait, on en parle dans énormément d'ouvrages, les ouvrages védiques. Non, j'ai pas. Alors là, par contre, non. Il y a à la fois plein de livres, et j'en ai pas un en précis. Mais il n'y a pas de livre spécialement sur les terres que je connaisse.
Par contre, c'est un concept, l'éther, c'est un élément qui est très central dans la culture védique parce qu'en fait, on cherche à le manipuler, cet éther, à travers les mantras. Les mantras, qui sont des sons sacrés en sanskrit, visent dans leur vibration à impacter l'éther. La vibration du son peut nettoyer l'éther, puisqu'il faut comprendre, c'est que l'éther, par exemple, de vos maisons, il va rassembler la somme de vos pensées, de vos états d'être, de toutes les choses subtiles qui sortent de vous, qui ne se voient pas avec les yeux. Et les encens, par exemple, sont là pour ça. Dans la culture indienne, les encens permettent de purifier la matière subtile dans vos éthers intérieurs qui sont vos maisons. Donc on a l'éther intérieur qui est l'intérieur du corps, il y a l'éther de vos maisons, il y a le grand éther de l'égrégore, par exemple, d'une ville. On a pour dire une espèce d'égrégore pour un mot similaire. Et on a le grand éther, voilà, que l'on connecte dans la pleine nature, etc. Et donc l'éther, il est... tu peux en trouver, en entendre peut-être, lire des choses par rapport à des livres sur les mantras, parce que les mantras servent à nettoyer l'éther des maisons. On chante des mantras pour purifier. Donc il y a aussi la pratique du vastu, on apprend à influencer l'éther avec des formes géométriques dans les maisons. Vraiment, même dans les livres yogiques, l'éther, enfin, c'est vraiment, cet élément fait partie de toutes les sciences védiques. Voilà. Donc, à la fois, j'ai pas un livre en particulier, mais beaucoup en parleront. C'est très central dans... Oui, parce que ce que j'ai trouvé intéressant à mentionner, enfin, ce que tu as mentionné là, juste avant, c'est la façon dont on pouvait concevoir l'impact des transits planétaires sur les individus via l'éther. Ouais. Je trouvais ça, c'était une porte d'entrée pour comprendre l'astrologie. Je trouvais ça intéressant. Oui, en Inde, l'astrologie, c'est la science de l'astral. Et l'astral, dans la tradition indienne, c'est les mondes subtils qu'il y a entre la matière et le logos, quoi. Le centre de la conscience cosmique, etc. Ouais, c'est vraiment le monde ultra subtil. Et les planètes, les grands corps magnétiques autour de nous contribuent à impacter cet éther sur la Terre à travers leurs ondes. Bon, une autre question? Non, je passe donc à la lecture du thème natal, maintenant où je vais parler un peu plus de l'astrologie en tant